Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes la présidente de la FNSEA, le plus grand syndicat agricole français. Et vous faites partie de ces femmes de l'excellence française en partenariat avec TV5 Monde à l'occasion de la Journée internationale de la femme hier, qui était célébrée parce que vous êtes la première femme à diriger la FNSEA depuis toujours. Oui, 71 ans. Et c'est la première fois qu'une femme est présidente. Ça veut dire quoi en fait? C'est un changement radical pour le monde agricole? C'est un changement visuel, mais à l'intérieur, il y a eu de plus en plus de femmes depuis pas mal d'années qui ont pris des responsabilités départementales, puis régionales, nationales aujourd'hui. J'ai 16% de femmes dans mon conseil d'administration, de 70 personnes. Et c'est vrai que ça donne une image moderne de l'agriculture qui sait intégrer des femmes et leur faire des places au sein de notre organisation. Mais l'originalité de la FNSEA, c'est qu'il y a une vice-présidence féminine statutaire. Dès la création, les hommes ont prévu une place pour les agricultrices parce qu'ils savaient le rôle important joué dans les fermes par les agricultrices. Oui, donc vous avez été élue, désignée. Élue. Ça s'est fait passer comment? Ça a été bien accepté? Les conditions ont été particulières puisque Xavier Belin, mon prédécesseur, est décédé subitement. J'étais première vice-présidente, donc j'ai assuré l'intérim. Je travaillais à ses côtés depuis 7 ans. Et naturellement, ils m'ont encouragée à poursuivre et à passer d'intérimaire à candidate élue. Et j'ai été élue à 98%, donc une très belle élection. La confiance, et au bout de presque un an, on travaille dans de très bonnes relations et les choses se passent bien. Oui, c'est une manière de reconnaître la place des femmes dans le monde agricole. Oui, qui joue un rôle très important depuis toujours. On a souvent tendance à citer ce qui s'est passé pendant la guerre où quand les hommes étaient partis au combat, les femmes tenaient les exploitations, tout comme elles ont travaillé dans les usines pour les faire fonctionner. Et les femmes ont eu toujours une place très importante dans les exploitations agricoles, mais c'est seulement en 1961 que le mot agricultrice est rentré dans le Petit Larousse. C'est seulement en 1988 que pour la première fois, les femmes ont pu être chefs d'exploitation. Oui. Et c'est seulement en 2004 qu'elles ont pu avoir les mêmes droits que leurs conjoints dans une société appelée groupement agricole d'exploitation en commun. Donc ça a été un long chemin de militantes qui ont porté cette reconnaissance. Oui, aujourd'hui, un quart des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes. Oui. 25% des chefs d'exploitation sont des femmes et au moment de l'installation, de plus en plus de jeunes femmes deviennent agricultrices. L'agriculture va se féminiser par l'installation de nouvelles femmes. Et elles sont dans des métiers très différents, dans le maraîchage, la viticulture, l'élevage. Elles sont professionnelles, elles sont formées, aussi bien formées que les hommes. Mais ce qui est original aussi, c'est que 40% d'entre elles, aujourd'hui, n'étaient pas passées par des études agricoles. C'est-à-dire qu'elles sont venues à l'agriculture après. Donc par choix et par la formation continue ou des compléments de formation. Oui. C'est un métier qui attire les femmes aujourd'hui. Oui, et ces femmes, elles apportent quoi? Un autre regard? Déjà, du temps de Raymond Lacombe, mon prédécesseur, qui était de l'Aveyron, son épouse, qui était agricultrice, avait beaucoup apporté aussi un regard nouveau sur le développement et la place des femmes dans les exploitations. Aujourd'hui, les agricultrices sont très attachées à la reconnaissance du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Elles sont beaucoup impliquées dans des métiers de transformation des produits, que ce soit le vin, le maraîchage, l'accueil à la ferme, les gîtes, etc. Mais elles sont aussi très professionnelles dans les productions animales, par exemple, dans les élevages de porcs. Il y a beaucoup de femmes agricultrices et même de salariés agricoles parce qu'elles ont une constance, elles ont de la patience, elles ont l'instinct maternel, ce qui est très précieux quand on travaille au contact des animaux. Et on les retrouve aussi dans des métiers auprès du cheval. Mais on voit aussi des femmes qui conduisent des moissonneuses-batteuses, des grandes machines bourrées d'informatique et qui aujourd'hui maîtrisent parfaitement. La technique et le machinisme ont permis d'alléger la pénibilité et la nécessité d'avoir des gros muscles. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement des bras qu'il faut, c'est aussi une tête pour piloter une exploitation. 90% des agriculteurs ont un smartphone et pilotent quelque part quelque chose dans leur exploitation sur la base de leur smartphone. Donc le numérique va aussi faciliter le travail et peut-être faire plus de place et de possibilités pour les femmes. Oui, oui, parce que vous, à l'âge de 8 ans, vous vous êtes dit « je veux être agricultrice ». À 8 ans. Alors moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que j'avais des parents passionnés. Je suivais ma maman partout, notamment dans l'élevage, et j'ai appris à traire les vaches à la main très jeune. Et à l'âge de 8 ans, je m'en souviens, j'adorais la suivre partout et faire ça. Et je me suis dit, ça, c'est un métier que j'aime, le contact avec les animaux, donc les bovins, les chiens, les chats, les porcs, ensuite dans l'exploitation. Travailler avec du vivant, avoir cette relation privilégiée avec les animaux, les convaincre, co-construire une relation avec eux, les apprivoiser, tirer le meilleur d'eux-mêmes, puisqu'on veut produire du lait, on veut produire de la viande, et travailler dans la nature, faire les travaux saisonniers, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc mes parents m'ont confié le tracteur dès l'âge de 15-16 ans,
et j'adorais faire les foins, travailler dans les champs. Et c'est vrai que la relation avec les animaux, cette relation bi-quotidienne, la traite le matin, la traite le soir, soigner les animaux, développe quelque chose qui est particulier, difficile à dire, mais c'est une espèce d'attachement, une attirance pour ces tâches auprès des animaux et auprès d'un métier de création. Chaque année, on sème, on a l'espoir que la récolte va être aussi bonne ou meilleure que l'année précédente. C'est quelque chose qui est assez exaltant. Alors, le climat peut être à la fois le meilleur ami ou le pire ennemi. On l'a vu encore récemment. Oui, un orage la veille de la moisson et la récolte est par terre. Ce qui fait dire à un de mes collègues, la récolte est bonne que quand elle est dans le grenier ou dans le hangar aujourd'hui. Cette fragilité vis-à-vis du climat fait que les agriculteurs sont viscéralement attachés à leur métier, mais sont aussi parfois très anxieux de ce qui peut se passer le lendemain. Oui, anxieux aussi, parce qu'ils ne sont pas toujours reconnus comme ils le devraient. On voit par exemple sur la question de la retraite. C'est extrêmement difficile pour les agriculteurs. On vient de voir encore le Sénat qui vient de retarder l'adoption de la possibilité pour les agriculteurs d'avoir 85% du SMIC pour la retraite. Et c'est reporté en 2020. Oui. Les agriculteurs retraités, les agricultrices retraitées ont des retraites extrêmement basses. C'est 780 € de moyenne pour un homme et 500 € de moyenne pour une agricultrice retraitée, alors que c'est 1300 € pour la moyenne des Français. Donc on est à un niveau extrêmement bas, et c'est encore pire dans les départements d'outre-mer, où ils sont en dessous de 300 €. Donc c'est quelque chose que nous portons. Nous avons obtenu 75% du SMIC. Là, il était porté le souhait d'arriver à 85%. Malheureusement, ça n'est pas allé au bout, essentiellement pour des raisons de financement et de budget nécessaires, mais ce n'est pas satisfaisant de laisser des gens qui ont travaillé autant dans des conditions difficiles, parce que aujourd'hui, les conditions se sont améliorées, mais ceux qui sont en retraite ont eu des conditions de travail difficiles. Et avoir une si faible retraite, c'est considéré comme un manque de reconnaissance pour ces agriculteurs. En tout cas, nous continuons à porter la nécessité d'une vraie refonte du régime de retraite pour les agriculteurs et les agricultrices. Oui, et les agricultrices en sont aussi les victimes de ce système-là. Oui, puisque leurs retraites sont plus basses. Certes, le niveau de cotisation était faible parce qu'il y avait des revenus qui étaient bas à l'époque. Et il n'y avait pas non plus la sensibilisation au fait qu'il fallait préparer sa retraite. Mais même au bout d'une carrière complète, mon voisin agriculteur, qui vient de quitter et partir en retraite, a 820 € de moyenne. Et il est parti l'année dernière. Donc vous voyez qu'on est sur des niveaux qui sont bas. Il y a en France un principe de solidarité qui doit s'opérer. Les agriculteurs et les agricultrices ont eu beaucoup d'enfants. Ce sont des enfants qui aujourd'hui travaillent dans le régime général, donc ils payent leurs cotisations ailleurs. Et un retour à leurs parents retraités, c'est un retour de solidarité nécessaire, mais insuffisant aujourd'hui. Oui, on va revenir sur le bilan de ce salon de l'agriculture. On a beaucoup parlé évidemment de la question avec les distributeurs, la grande distribution, le problème des prix, le problème de la politique agricole commune. Emmanuel Macron vous a convaincu de son engagement, 5 milliards, la création de filières nouvelles? Monsieur Macron est venu à beaucoup écouter. Il s'intéresse à la question agricole. Il a respecté son engagement de mettre en place une loi. Il respecte un peu moins sur le délai parce que d'autres lois vont doubler, ce qui fait que ce qui était annoncé pour mars va être décalé en mai. Nous avons besoin d'une loi pour rééquilibrer les relations commerciales entre les producteurs, les industriels et les transformateurs. Aujourd'hui, la part du lion revient aux distributeurs qui se servent copieusement et la portion congrue et celle des agriculteurs qui aujourd'hui ont des revenus très bas parce que les prix sont toujours tirés vers le bas. Oui, on risque une catastrophe, c'est ce que vous avez dit. Hein. Écoutez, il y a aujourd'hui beaucoup d'exploitations qui ont des grandes difficultés économiques, des difficultés de trésorerie, parce qu'il y a eu plusieurs années difficiles. Il y a beaucoup de valeurs détruites, les soldes permanentes, les braderies, ces produits toujours tirés vers le bas, le Nutella à moins 71%, le moins cher, c'est Leclerc, etc., etc. Ces slogans sont destructeurs. Et la France est le seul pays où l'inflation alimentaire est plus basse que l'inflation générale. Donc ce sont les prix bas chez les producteurs qui garantissent le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais là, nous sommes à un point de rupture, on ne peut pas descendre plus bas. Il y a des faillites en agriculture qui sont liées à ces prix tirés vers le bas, nous l'avons dit. Donc M. Macron s'est engagé pendant sa campagne et au début de son mandat à renvoyer de la valeur vers les agriculteurs. C'est indispensable et c'est maintenant que ça doit se passer. Donc les parlementaires vont travailler sur la loi. Nous allons les alimenter pour l'améliorer et pour qu'elle soit efficace. Pour l'instant, elle ne l'est pas suffisamment telle qu'elle est écrite. Oui. Il faut la bonifier. Mais alors, il y a un autre enjeu, ce sont les pesticides. Vous vous êtes engagé à limiter l'usage de pesticides. Vous avez proposé, je crois, 292 solutions désormais. Est-ce qu'on va atteindre ces objectifs que vous avez proposés ?
dans les états généraux de l'alimentation, il était beaucoup question du modèle agricole et de ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui. Pour tous les secteurs, les consommateurs sont sensibles à leur santé et à l'usage ou pas de la chimie. C'est vrai pour les cosmétiques, c'est vrai pour le logement, l'habillement, le transport, le problème du diesel, des nanoparticules, en agriculture aussi. Le sujet des produits phytosanitaires pour protéger les plantes est un sujet qui les préoccupe beaucoup. Mais nous devons livrer des produits sains, loyaux et marchands, c'est-à-dire avec zéro défaut. Donc le zéro pesticide, ce n'est pas possible. C'est comme le zéro médicament pour la santé humaine. Ce n'est pas possible. Oui, c'est comme le glyphosate voilà. disparaît dans 3 ans. Comme le veut Macron, c'est pas possible. C'est pas possible en 3 ans. Mais par contre, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et donc en agriculture aussi, nous allons essayer, chaque fois que c'est possible, de trouver des alternatives. Et nous, plutôt que d'avoir des interdictions les unes après les autres, ce que nous avons préparé, c'est des solutions pour remplacer peu à peu, chaque fois que c'est possible, l'usage des produits phytosanitaires. Donc ça s'appelle un contrat de solution. Nous en avons identifié 292 aujourd'hui qui vont nous permettre dans toutes les productions d'avoir une approche plus globale et combinatoire. Combiner par exemple des variétés plus résistantes aux maladies, du matériel plus performant pour épandre, du conseil, de la formation qui vont amener à de nouvelles pratiques agricoles. Voilà pourquoi ça s'appelle un contrat de solution. Oui, en ce qui concerne la politique agricole commune, vous avez encore de véritables inquiétudes. L'Assemblée, là aussi, Emmanuel Macron est attendu avec une politique de fermeté. Monsieur Macron s'est exprimé fermement sur le budget en disant qu'on ne pouvait pas demander plus aux agriculteurs et donner moins de budget. Il veut des prix garantis. Garantie, oui et non. Il dit qu'il faut une politique agricole qui protège. Oui, c'est nécessaire. Il faut aussi que sur les accords commerciaux internationaux, il ne laisse pas rentrer n'importe quel produit venant d'ailleurs, comme il est tenté de le faire sur la viande, le sucre ou l'éthanol du Mercosur, des pays d'Amérique du Sud. Mais pour la politique agricole commune, il faut un budget et une orientation commune. Celle d'une agriculture qui soit à la fois productive et respectueuse de l'environnement, mais qui est aussi des outils pour résister aux aléas et aux yo-yo des cours. Nous sommes soumis aux aléas climatiques, ça peut être très dévastateur. Nous sommes soumis aux yo-yo des prix. Nous sommes aussi soumis à des aléas diplomatiques. Quand la Russie a décidé de son embargo, ça a été d'un coup, d'un seul, toutes les frontières fermées. Et pour les agriculteurs, c'est très lourd à supporter. Donc il y a des dispositifs qui sont construits, des dispositifs assurantiels, des fonds de garantie, qui nous donnent plus de lisibilité. C'est ce dont nous avons besoin. Et tout ceci nous sert à être producteur d'alimentation, c'est nécessaire, mais aussi valoriser tous les espaces de la France qui ne sont pas les mêmes quand on est en montagne, en plaine, sur les coteaux ou dans les vallées. C'est la politique territoriale, la politique de compensation de handicap qui accompagne les agriculteurs. Parce que dans les départements, vous enlevez l'agriculture, que reste-t-il? Je suis originaire du Cantal. Si vous enlevez l'élevage dans le Cantal, c'est un département qui se désertifie totalement. Donc l'agriculture est le pilier de la vitalité territoriale. Donc c'est à la fois économique, social, territorial, culturel et patrimonial. Voilà pourquoi ce budget de la politique agricole commune, il faut l'appréhender dans cette globalité d'intérêts. Christiane Lambert, je dirais que vous êtes fière aujourd'hui, je reviens à ça, d'être l'une des femmes de l'excellence française. Finalement, de dire au fond, l'agriculture, c'est l'excellence française. Oui, parce que nous sommes dans un pays qui fait rayonner l'alimentation. Vous allez à l'autre bout du monde, tout le monde connaît la gastronomie française. Bon nombre de produits sont cités partout à l'étranger. La gastronomie à la française est connue. Pour les produits agricoles, pour les grands chefs aussi qui bonifient nos produits, aussi parce que nous avons une industrie agroalimentaire qui sait concilier l'innovation et la sécurité alimentaire. Et parfois, quand l'agriculture est brocardée, ça me fait mal, parce que ce n'est pas la réalité. Et le fait d'avoir été choisi dans l'Association de l'excellence française, ça m'a permis de porter cette voie-là. Et je suis très heureuse d'être à côté de grands médecins, de grands chefs, de grands patrons qui portent leur domaine. L'agriculture mérite d'être connue et mérite plus de reconnaissance qu'elle n'en a parfois. Mes agriculteurs, les agriculteurs et les agricultrices souffrent parfois de cette mauvaise image. Et quand ils voient qu'on peut en parler et le porter sur différents plateaux ou à différents endroits, ça leur fait énormément de bien. Donc pour moi, c'est une grande fierté d'être leur représentante. Merci beaucoup, Christiane Lambert, Merci. Présidente de la FNSEA, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci. Merci.